RFM Midi. RFM Midi. Merci d'être avec nous sur RFM Midi, c'est l'heure du grand journal. Anna Rocha. Cher Bétiochoun, condamné à 10 ans de travaux forcés et 200 millions d'amende, pas de mandat d'arrêt prononcé contre le guide des Tiantakoun jugé par contumace dans cette affaire de double meurtre. La famille de Barassao déçue du verdict, elle parle de peine légère. Vous entendrez son frère. La polémique autour de l'interdiction du port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Les parents d'élèves toujours sur le pied de guerre. Une réunion avec l'administration est convoquée en fin de journée. Dans l'actualité politique, le grand parti de Malik Gakou prêt pour des retrouvailles avec l'AFP. Le porte-parole du parti annonce que leur formation politique travaille pour l'unité des socialistes pour la prochaine élection présidentielle. Le grand journal à suivre l'actualité internationale avec Georges Détié-Diop. Catastrophe au Niger, 58 morts après l'explosion d'un camion-citerne au quartier aéroport de Niamey. 37 blessés évacués dans des hôpitaux de la capitale. Seydou Dalen Diallo réagit à la série d'arrestations de manifestants contre un troisième mandat d'Alpha Condé. Vous allez entendre le leader de l'UFDG. Il condamne et annonce une riposte de l'opposition. Rendez-vous dans 15 minutes, Georges, pour le développement, juste après la page des sports de Malal Diagne Junior. Basketball, l'AS Ville Dakar chez les filles, toujours invaincue. L'équipe de la municipalité veut réaliser un parcours sans faute jusqu'en finale du championnat. Vous entendrez dans ces 12 heures leur entraîneur Moustapha Gaye. Le Sénégal en route vers les JOJ 2022. On parle de judo. Après les belles performances de la petite catégorie au dernier championnat d'Afrique, la fédération entretient la jeune graine pour gagner en 2022. Ablaï Sissé sera avec nous pour sa chronique hebdomadaire et puis en fin d'édition, point de vue, quelle lecture faire du verdict du procès du double meurtre de Medinatoul Salam, débat aux environs de 12h35. Anna Rocha. Bonjour à tous. Un autre corps a été retrouvé ce matin par les sapeurs-pompiers de Ziguinchor suite au chavirement d'une pirogue à Eloubalil. Il s'agit d'un enfant de 7 ans. Le bilan de cet accident revu à la hausse, donc 6 victimes désormais. 2 autres personnes sont toujours portées disparues. 24 personnes ont pu être sauvées au total et 4 enfants sont internés aux urgences de l'hôpital régional de Ziguinchor, nous précise notre correspondant sur place, Lamine Ba. Ce drame à Rufisque, un homme du nom de Barassi a poignardé à mort son fils de 25 ans. Le drame s'est produit à Darou Rahman. L'homme serait un malade mental. Les précisions d'Abdou Diouf Diagne. Un père qui poignarde à mort son fils se fait rare. C'est passé à Darou Rahman, un quartier de la commune de Rufisque Nord, où Barassi, boulanger de son état, a écourté la vie de son fils de 25 ans du nom d'Ibrahim Assi. Cet incident horrible s'est déroulé devant Ramata Diallo, membre de cette famille. Il disputait avec son fils. En ce moment, il s'était même enfermé dans sa chambre. Entre-temps, il est sorti avec un couteau. Il a trouvé Ibrahima à côté de la porte et il l'a poignardé au niveau du cou. Le meurtrier était un déséquilibré mental. Selon ce monsieur, un proche de la famille est pleuré. Il est malade depuis des années. On a tout fait pour le soigner, mais malheureusement, on n'arrive pas à le guérir. C'est une volonté divine. On n'y peut rien. Le corps sans vie d'Ibrahim Assi a été acheminé par les sapeurs-pompiers dans une structure sanitaire de Dakar. Et Barissi, lui, est entre les mains de la police de Rufisque. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Il est 12h04, merci de suivre le grand journal sur RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Le juge de la chambre criminelle du tribunal de Mbour n'a finalement pas suivi le réquisitoire du procureur. Il a condamné Cher Bétiochoun à 10 ans de travaux forcés et 200 millions d'amendes pour les familles des victimes. 10 de ces talibés écopent de 15 ans de travaux forcés. Les avocats de la défense attendent son retour pour faire appel. Abdourahmane Diallo sur ce verdict. 10 ans de travaux forcés contre Cher Bétiochoun. Le juge Tchernonia a aussi demandé la séquestration
récupération de ses biens. Mais il n'a pas ordonné un mandat d'arrêt international. Maître Moustapha Dian, l'un des avocats de Cheikh Béthio Thioune. Je n'attends qu'une chose, une décision d'acquittement, parce que Cheikh Béthio Thioune n'est absolument pas coupable des faits qui ont fait l'objet et des poursuites et de l'instruction d'audience et de la condamnation aujourd'hui à 10 ans de travaux forcés. Jugé par contumace, ces avocats ne peuvent pas encore faire appel. Il faut d'abord que le guide des Thiantakoun se constitue prisonnier. Ces avocats estiment qu'il sera bientôt à Dakar. La procédure de contumace ne m'autorise pas à exercer le droit d'appel, mais croyez-le bien, Cheikh Béthio Thioune, qui est malade, hospitalisé en France, reviendra immédiatement au Sénégal dès que sa santé le permettra. Et ensemble, devant le peuple sénégalais, nous démontrerons encore de plus fort son innocence. Le tribunal a demandé aux accusés de payer une amende de 200 millions aux familles de Ababakar Diagne et Bara Sow. Maître Hassimou Touré est l'avocat de la partie civile. Nous avons assisté aujourd'hui à une bonne et saine application de la règle de droit. Le droit a été dit et bien dit. Les coupables ont été sanctionnés. La partie civile que je représente a joué sa partition et a eu à recevoir des dommages conséquents. Cheikh Faye, le chambellan, écope de 10 ans de travaux forcés. 10 autres talibés, dont le tireur Serigne Khadim Seck, condamné à 15 ans de travaux forcés. 2 talibés condamnés à 8 ans, dont Demba Kébé, le supposé instigateur de la bagarre. 2 autres, 5 ans, 1 pour 6 mois. Enfin, il y a eu 3 acquittements. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Merci Abdourahmane. La famille de Bara Sow est déçue de ce verdict rendu ce matin. Elle parle d'une peine légère. On doit entendre le frère de la victime, Ousmane Sow, joint il y a quelques instants à Ziguinchor par El Hadj Ndiogou Diène. Nous reparlons d'abord de cette interdiction du port de voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Après la fin de non-recevoir du ministère de l'Éducation nationale, nous nous sommes rendus sur place ce matin pour voir si l'école a réajusté sa position ou pas, si la décision donc a été respectée. L'administration pour le moment opte pour le silence. Les parents d'élèves, eux, sont toujours sur le pied de guerre. Une réunion avec l'administration est prévue cet après-midi, en fin de journée précisément à 18h. Le reportage de Mohamed Ali Mouba. Devant l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, la sécurité a été renforcée. En plus des 2 vigiles qui opèrent devant la grande porte, un policier en armes est en faction. Il faut montrer patte blanche pour passer. Une fois à l'intérieur, c'est le silence de cathédrale. Les parents attendent. La plupart sont venus payer la scolarité de leurs enfants. De l'autre côté, à l'arrière-cour, les cris des élèves signent que les cours ont repris. Mais quand, en tant que journaliste, vous demandez à voir l'administration, c'est un mur. Personne n'est là, rétorque-t-on. Mais après quelques minutes, de terrain et de pieds de grue, un parent vient à nous. Aucune idée sur ça. Je suis tout juste venu pour payer la scolarité des enfants. Et comment ils vous ont appris? Ça va. J'ai payé un ticket et puis voilà, j'attends. La chance nous sourit davantage. Nous avons sous la main Janine. Elle fait partie du collège des parents qui s'opposent à la décision de Sainte-Jeanne d'Arc d'interdire le port de voile à l'école. Alors, il n'y a pas trop eu contact et je n'ai pas posé de questions. J'attends la réunion de cet après-midi, Inch'Allah. Ce soir, elle et les autres parents sont convoqués à 18h par l'administration en réunion. C'est une stratégie, selon elle, destinée à noyer le poisson. On n'est pas encore sûr qu'ils vont accepter ni les mesures qui vont être prises. Mais quand on lui demande jusqu'où elle est prête à aller dans le combat, sa réponse tombe nette. Ma solution à moi, c'est si on n'arrive pas à trouver un moyen de pouvoir continuer la scolarité des filles ici, c'est de changer d'école. On a de très bonnes écoles avec le programme sénégalais. Personnellement, je fais un programme sénégalais et je ne vois pas la grande différence. Les agents des projets financés par les bailleurs pourront bientôt percevoir leur salaire. Le nouveau ministre des Finances et du Budget avait écrit aux banques pour leur demander de ne pas les payer. Selon nos sources, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le décret qui fixe ces attributions, ce qui est maintenant effectif. Il a donc levé l'ordre de ne pas payer. Cette grève des chauffeurs de camions, un arrêt de travail de 10 jours pour contester la mesure sur le
le pesage à l'essieu à hauteur du pont de Sangalkam. Cette décision va engendrer la hausse du prix du sable et de l'habitat selon ces transporteurs. Ils appellent l'État à la négociation. À défaut, le mot d'ordre ne sera pas levé. On écoute leur porte-parole, Mbaye Ndiaye, au micro de Koumba Sandiane Faye. La raison de notre grève, on nous a proposé un pont pesage pour que le sable soit pesé. Et tu sais, le sable ne peut pas être pesé quoi. Le pesage suivi du béton seulement. Le sable est très lourd, on ne peut pas peser ça. C'est la raison du grève à l'entrée de Sangalkam. Ce n'est pas notre intérêt, c'est l'intérêt de toute la population sénégalaise. Ça va l'augmenter. On peut accepter le pesage, mais après ça va retourner aux populations. Un camion par exemple, si un camion coûte 70 000 francs, ça part jusqu'à 120 000 francs. Vous voyez, c'est un problème majeur quoi. Il y a un camion 8 mètres cubes qui a son poids total, camion 16 mètres cubes, 20 mètres cubes. Qui est au camion. Si ça dépasse ça, on a dit que tu vas payer 4 000 francs par tonne, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que les camions, c'est eux qui préparent les routes, les maisons et tout. On doit rendre les camions leur monnaie. Ils ne sont pas respectés. S'il y a chantier, on appelle les camions. Après chantier, les camions, on s'en fout. On doit négocier avec les camionneurs pour trouver un terrain d'entente. Et les chantiers aussi ont des difficultés de travail. Ce n'est pas nous seuls. Les magasins, les maçons, et puis les chantiers, tous les chantiers sont arrêtés. Si l'État ne réagit pas, nous comptons continuer notre grève jusqu'à l'État réagisse. Nous voulons qu'on nous implique dans les négociations. Je vous le disais tout à l'heure, la famille de Barassou, l'une des deux victimes du double meurtre de Medinatoul Salam, sa famille est très déçue du verdict rendu ce matin par le juge du tribunal de grande instance de Mbour. Elle parle de peine légère. Voici le frère de la victime, Ousmane Sow, joint il y a quelques instants par Ndiogou Diène. Au vu de l'atrocité de l'acte, je m'attendais à une peine beaucoup plus sévère. Tout le monde a vu les images du meurtre. Je pense que Cheikh Béthié-Thioune et Cheikh Faye, les principaux commanditaires de cet acte, écoperaient de peines sévères. En plus, ce qui m'étonne, c'est l'absence de mandat d'arrêt international, alors que tout le monde sait que Cheikh Béthié-Thioune se trouve à l'étranger. C'est bizarre tout ça. Mais quand même, nous nous réjouissons qu'il soit condamné. Nous avons confiance à la justice sénégalaise qui a fait son travail. Beaucoup de gens ne cessaient de nous répéter que cette affaire n'irait nulle part, n'aboutirait à rien. Et j'ai l'impression qu'ils ont eu raison au vu des peines infligées dans cette affaire. Autre chose, c'est que nous n'accepterons pas que Cheikh Béthié-Thioune revienne ici au Sénégal et continue d'organiser ses chants. Ça, nous ne l'accepterons pas et nous interpellons la justice sénégalaise pour que Cheikh Béthié-Thioune ne revienne pas ici, reprendre ses chants et autres. On reparle de ce verdict en fin d'édition aux environs de 12h35 dans Point de vue. Marche des populations de Ngoï dans le département de Bambey. Elles protestent contre le manque d'eau dans leur commune. L'unique forage de la localité est en panne. Les élèves ont séché les cours pour prendre part à cette manifestation. Bagne Fall, dans la commune de Pire, est un village très enclavé. Il souffre d'un manque d'infrastructures sanitaires. Pourtant, c'est un village où de nombreux cas de cancer, de diabète et d'hypertension ont été détectés. Les jeunes ont dû se cotiser pour construire une case de santé pour prendre en charge certains cas. La correspondance de Cheikh Anta Diop. Bagne Fall, ce village situé à quelques kilomètres de Pire, souffre d'un réel problème de santé publique. Des cas d'hypertension et du cancer du col de l'utérus sont détectés chez les femmes. Ibrahim Carvalho, l'infirmier chef de poste de santé de Pire-Gouréy. Cancer du col, 36 femmes ont été dépistées. On a 11 cols suspects. On va les envoyer pour une meilleure prise en charge à Tiaon. Les facteurs, c'est d'abord la multiparité, c'est les mariages précoces, c'est aussi les infections sexuellement transmissibles non traitées. C'est l'hypertension artérielle. On a eu à dépister beaucoup de cas de diabète. Des gens qui ont eu des taux de glycémie aux environs de 2 grammes. 2 grammes, c'est vraiment, on n'en discute pas, c'est le diabète qui est là. Les jeunes du village, conscients du fléau, ont entièrement financé la construction d'une case de santé, mais l'équipement et l'affectation d'un personnel de santé posent problème. Bassirou Kane, le président de l'association pour le développement de Bagne. Alors nous avons dit pourquoi ne pas construire nous-mêmes notre case de santé par nos propres moyens. Et c'est ainsi que les jeunes se sont réunis. Nous avons mobilisé nos moyens et nous attendons des autorités, notamment le ministère de la Santé, le district sanitaire de Tivaouane et la mairie de Pire pour l'équipement de la case. Le sous-préfet de Pambal, Ibrahim Bayloba, se félicite de cette belle initiative. Encourager encore tous les villageois de prendre en charge d'abord certaines infrastructures de base. L'État viendra en appoint par rapport, par exemple, au personnel de soins, aux équipements et l'élargissement de la structure. Bagne Fall, c'est un village très enclavé. Ensuite, l'électricité constitue un luxe
pour les populations. RFM Thiès, cher Ante Diop. La journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée hier à Caraïbes, à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Les deux pays travaillent ensemble pour l'élimination définitive de la maladie d'ici 2030. Ibrahim Djamé. La lutte contre le paludisme prend une dimension internationale et devient une affaire entre le Sénégal et la Gambie. Les deux pays qui comptent mutualiser leurs moyens et leurs expériences s'engagent à éliminer la maladie d'ici à 2030. Abdoulaye Youssar, ministre de la Santé. La cérémonie d'aujourd'hui traduit cette vision partagée et la volonté de nos leaders. Je veux parler du président Macky Sall et du président Adama Barrow de fonder une solidarité agissante dans le domaine de la lutte contre le paludisme. Elle constitue également un cadre de mobilisation de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre cette maladie. Chère population de la Gambie et du Sénégal, le paludisme est un ennemi redoutable. Le Sénégal et la Gambie sont résolument engagés à l'éliminer à l'horizon 2030 dans le cadre d'un partenariat dynamique que nous portons sous la houlette de nos deux leaders présidents. Caraïbes, point d'accueil de la célébration de la journée, a vu une forte mobilisation de la population de part et d'autre des deux pays. Pour le ministre gambien de la Santé, Mohamedou Lamine Samaté, les femmes ont un grand rôle à jouer dans ce combat. La présence des femmes à ce rendez-vous m'a beaucoup rassuré parce qu'elles constituent un maillon indispensable dans la lutte contre le paludisme, avec notamment l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Un projet transfrontalier de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action est dans ce programme de cette lutte contre le paludisme engagé par les deux pays. 10 millions de moustiquaires d'une valeur de 17 milliards de francs CFA sont prévus. Ibrahim Djamé, Caraïbes, Radio Futur Média. Le journal. L'actualité politique. Le grand parti de Malik Gakou se dit prêt pour des retrouvailles avec l'AFP de Moustapha Niasse. Selon le porte-parole du grand parti, leur formation politique travaille pour l'unité de la famille socialiste en vue de la présidentielle de 2024. Malik Gueye était l'invité d'RFM Matin. Moustapha Niasse est notre père. Il restera notre père. On lui doit une reconnaissance éternelle parce qu'il nous a formés pendant 15 ans à connaître un certain nombre de choses en politique. Il y a eu des problèmes entre nous en 2015 sur l'orientation que devait prendre le parti aux élections présidentielles de 2017. Maintenant, c'est derrière nous. Si aujourd'hui, par contexte et par responsabilité, que les fils progressistes socialistes, au-delà même de parce qu'il y a d'autres personnes, il y a Hélène Tine, il y a Mordien, la présidente des cadres, tout le monde. Si les gens pensent qu'aujourd'hui, on doit être ensemble pour discuter sur l'avenir de nos visions politiques, mais quand même, le problème, il ne faut pas le prendre avec beaucoup d'ego, parce que les égos n'ont pas servi grand-chose en politique. Il faut quand même voir les choses en termes de perspective, d'avenir, pour concentrer des programmes politiques. Parce que ce qui est plus important, c'est la concentration des programmes politiques autour d'une vision socialiste. Parce que les élections passées, il n'y a pas eu de candidat socialiste. Tous les candidats qui étaient, il n'y a pas eu de candidat socialiste. Est-ce que le Sénégal aujourd'hui, en 2024, doit accepter qu'il n'y ait pas de candidat socialiste en 2024 ? Au-delà de la recomposition, essayer de travailler sur ce paradigme-là. Et puis c'est ce paradigme-là qui, aujourd'hui, doit être une question essentielle dans laquelle les gens doivent y travailler. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale à midi passé de 18 minutes avec Georges Détié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Anna Rocha. Au Niger, plusieurs dizaines de personnes ont péri après l'explosion d'un camion citerne dans la capitale. L'accident s'est produit dans le quartier de l'aéroport de Niamey. Pour l'heure, le bilan fait état de 58 morts, 55 sur le coup. Les 3 ont succombé à leurs blessures lors de leur évacuation. Selon RFI, les victimes tentaient de siphonner l'essence lorsque le camion a explosé la nuit dernière. Plusieurs blessés, une trentaine sont évacués à l'hôpital où s'est rendu ce matin le président nigérien. En Guinée, 8 militants hostiles au 3e mandat d'Alpha Condé placés en détention à Kidia. Cela ne plaît pas du tout au leader de l'UFDG. Cellou Dalein Diallo condamne les violences et les arrestations. Le patron de l'UFDG ne fait pas que s'en offusquer. Il annonce une riposte de l'opposition. Nous l'avons joint tout à l'heure à Conakry.
je les condamne énergiquement. Vous savez, M. Alpha Condé, je vous ai dit qu'en Guinée, on ne travaille pas avec les lois de la République ni avec la Constitution. On travaille avec les humeurs de M. Alpha Condé. Il a décidé de s'octroyer une présidence à vie. Pour cela, il finance à grands frais des manifestations, des mamayas, des marches pour exiger qu'on lui octroie un troisième mandat pour qu'il finisse ces vastes chantiers. Et lorsque des pauvres citoyens veulent exprimer un avis contraire dans la sérénité, eh bien, ils sont arrêtés, bastonnés, jugés et condamnés parce qu'ils n'ont pas la liberté, ils n'ont pas droit à la liberté d'expression et pour exprimer, bien entendu, leur opinion face à ce coup d'État constitutionnel que M. Alpha Condé veut perpétrer. Nous sommes déjà organisés, pratiquement tous les partis politiques, les organisations de la société civile, les organisations syndicales, on a créé un front de défense de la Constitution et nous sommes en train de nous organiser pour lui barrer la route par rapport à cette velléité de s'octroyer une présidence à vie. Bien entendu, nous voulons que notre Constitution soit respectée, que le verrou de la limitation des mandats soit maintenu pour favoriser l'alternance. Malheureusement, M. Alpha Condé qui a juré sur cette Constitution qui verrouille complètement les dispositions relatives au mandat et à la durée. Maintenant, il veut naturellement faire sauter ces verrous-là alors qu'il n'y a aucun moyen juridiquement parlant. Il est stipulé que la forme républicaine de l'État, la laïcité, la limitation et la durée des mandats présidentiels ne peuvent pas être révisés. Donc, les Guinéens l'empêcheront de le faire. Appel, Georges, en Algérie, appel du président par intérim. Un appel au dialogue selon Abdelkader Ben Salah, un dialogue intelligent, constructif et de bonne foi demeure l'unique moyen de réaliser le consensus autour des conditions d'organisation de l'élection présidentielle. La déclaration de Ben Salah intervient quelques heures après la mise en détention provisoire de dignitaires du régime de Bouteflika, son frère et les deux précédents patrons des services de renseignement. Voyons tout cela avec Nafissa Toussila. C'est samedi que les 3 hommes ont été placés en détention provisoire. Cela après avoir été entendus par un juge d'instruction du tribunal militaire Blida. C'est dans le sud d'Alger. Selon le parquet militaire, le frère de l'ex-président et 2 ex-patrons du renseignement sont poursuivis pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Des crimes pour lesquels ils peuvent encourir 5 à 10 ans de prison, d'après le code de justice militaire. Des poursuites judiciaires seront aussi engagées à l'encontre de toute personne dont l'implication sera établie par l'enquête qui est en cours pour ces mêmes chefs d'inculpation, indique l'agence de presse officielle en citant le parquet militaire. Saïd Bouteflika, 61 ans, était considéré comme le véritable homme fort du palais présidentiel depuis l'accident vasculaire cérébral de son frère Abdelaziz en 2013. À ce titre, le jeune frère est l'une des figures honnies des manifestants qui réclament leur départ du système. Et c'est la fin de cette page internationale, Anna. Merci beaucoup, Georges Diop. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui, quelle lecture faire du verdict du procès du double meurtre de Medinatoul Salam? Débat aux environs de 12h35 avec des experts du droit, le professeur Ibabari Kamara, enseignant à l'UCAD, et maître Baba Diop, avocat à la cour. RFM Sport. La page des sports, c'est avec Malal Diagne Junior. Bonjour Malal. Bonjour Anna Rocha. L'Ice-Ville de Dakar vise le titre chez les filles. Cette équipe de la municipalité de Dakar est toujours invaincue chez les filles en championnat. Elle réussit à battre tous les adversaires qui se présentent à elle. Mais pour son entraîneur Moustapha Gaye, il va falloir rester concentré puisque ce qui reste à parcourir est la partie la plus difficile du chemin. Moustapha Gaye avec Sodacham. On a eu un match très intéressant où les deux équipes ont joué stratégie contre stratégie. Ça a été un très bon match, je pense. C'est toujours difficile de jouer contre le Jara? Oui, surtout avec la zone. C'est une équipe qui a des options qui sont difficiles à négocier. Mais heureusement que nous en sommes sortis. On travaille match après match, on ne sait pas ce que demain sera. Mais l'objectif vraiment, c'est d'être dans les demi-finales. L'année dernière, le Duc a fait une saison sans défaite jusqu'à perdre le championnat. Donc nous, on le prend avec beaucoup de fierté, mais on sait que les demi-finales, après demi-finales, ça va être compliqué.
Moustapha Gaye, donc, c'était après la rencontre opposant son équipe au Jaraaf de Dakar, match qui s'est soldé sur une victoire de l'AS Ville de Dakar, 64-44. L'AS Ville de Dakar, le Dakar University Club et Saint-Louis Basket Club sont les 3 équipes qui prétendent gagner le championnat cette année. Le judo. C'est un plaisir de pouvoir revenir au pays avec cette... Le judo, oui. Voilà. Ablaye Diop qui va un peu plus vite que la musique. Le nouveau champion d'Afrique des moins de 100 kilos affiche ses ambitions. Manick Ndiaye, c'est son nom. Le jeune qui a donc remporté la médaille d'or estime que le Sénégal peut gagner bien d'autres trophées, mais cela passe par un encadrement de qualité, mais également par beaucoup de travail. Il s'est prononcé au micro de Youssou Bodian sur ses ambitions. Moi, c'est un plaisir de pouvoir revenir au pays avec cette médaille d'or. Tant attendu depuis 23 ans, on cherche cette médaille et là, Dieu merci, alhamdoulilah, on l'a ramenée. C'est un sentiment de satisfaction, hein, comme tout un Sénégalais aurait pu être. Parce que voilà, c'est un plaisir de représenter le pays et voilà, d'aller combattre pour le pays et voilà, de ramener la médaille d'or tant attendue. Tu peux revenir sur cette préparation avec Teddy Riner que tu as eu? Ils m'ont demandé de venir servir de partenaire pour lui. J'ai profité, comme lui, il a profité de moi aussi. Franchement, c'était du donnant-donnant et vraiment, c'était vachement bien pour moi. Et la compétition, ça a été comment? Ouais, ça a été dur parce que voilà, les conditions n'étaient pas au top. Parce que voilà, je suis arrivé la veille à 3h du matin et je me suis levé à 6h pour aller combattre et tout. C'était vraiment difficile, mais voilà, j'ai positivé et voilà, je suis allé au bout. Je suis allé au bout de mes forces pour ramener cette médaille. Alhamdoulilah, je suis numéro 1 en Afrique. Alhamdoulilah, et voilà, je vais encore chercher d'autres médailles pour pouvoir m'approcher des 10 premiers mondiaux. Là, je ne suis pas très loin, mais voilà, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, je vais me qualifier. On peut dire que c'est le titre du déclic, peut-être. Ouais, parce que voilà, ça a été aux jeunes, aux plus jeunes de pouvoir croire en eux. Parce que là, il faut oser, hein, parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien du tout. Il n'y a que le travail qui paye. Il sera reçu au courant de cette semaine par le ministre des Sports, Matarba, ainsi que les 2 lutteurs Gargambossé et le jeune Ndoye de Yarar. Judo toujours avec le bilan des championnats d'Afrique cadet et junior à Dakar, organisé à Dakar Arena à Diamniadio. Babacar Martawad, président de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées, fait le bilan avec Youssou Bodian. Sur le plan de la participation, le Sénégal a quand même décroché 2 médailles d'or. Il faut noter que quand même Anna Segafay a déjà été 2 fois vice-championne d'Afrique. Donc que cette fois-ci qu'elle monte sur la haute marche du podium, c'est le fruit du travail qui a été abattu par l'encadrement technique pour qu'on puisse avoir ces résultats. Cela vient boucler un peu les résultats qui ont été faits par Manick Ndiaye la semaine dernière à Cape Town. Alors sur le plan de l'organisation, je pense que les choses se sont globalement bien passées. C'était un pari pour nous de venir organiser ici ces championnats au complexe Dakar Arena. La logistique était un peu plus compliquée, mais je pense qu'au final, les choses se sont bien déroulées. On avait à peu près 260 combattants qui étaient venus de 16 pays et pendant 5 à 6 jours, on a mis toute la logistique qu'il fallait pour avoir les transferts sur l'aéroport, avoir les transferts sur le complexe Dakar Arena, assurer la restauration, l'hébergement. Donc je pense que globalement, nos équipes se sont mises à pied d'œuvre pendant tout ce temps pour qu'on puisse accueillir dans les conditions les meilleures les différentes délégations qui étaient là pour ces championnats. Voilà, Anna, c'est la fin du combat. Quel combat. Merci beaucoup. On vous retrouve dans l'édition d'information de 13h. RFM, la chronique du jour. Il faut ressusciter le génie en herbe au Sénégal. C'est le cri de cœur aujourd'hui d'Ablaye Cissé qui revient de Mbour, drapé de son écharpe de parrain des finales de génie en herbe des écoles du département de la Petite Côte. Le jeu n'aurait jamais dû disparaître du petit écran. C'est le cas de le dire et ce n'est vraiment pas pour ma pomme que j'en fais des tonnes ce matin. Je suis allé à Hambourg, j'ai vu des génies pas seulement en herbe, déjà de vrais, et j'ai été conquis par la passion de ces jeunes gens pour le savoir, la saine compétition. Et comment ne pas se prendre d'affection d'ailleurs pour cette frange jeune avenir de la nation qui a décidé de bannir la promotion par le système qu'on appelle ici LMD, lutte, musique, danse. Ils se sont fixés pour objectif de vie de décrocher au minimum la licence et tant qu'ils pourront pousser les limites de l'acquisition du savoir au master, au doctorat, voire bien plus, car il n'y a que ça de vrai, le savoir. Je me surprends d'ailleurs à constater avec tous les esprits doués de raison que la compétition nationale génies en herbe a donc existé au Sénégal dans un passé pas très lointain. Et du génie, on en a découvert en son temps et confirmé par la suite. On ne présente plus Felwine Sarr,
Barthélémy Faye s'est depuis imposé comme l'expert du continent noir au sein du prestigieux cabinet américain d'avocats d'affaires Cléry Gottlieb à Paris. Ibrahim Khan a fait Polytechnique, Pongé-Saucé et depuis peu, nouveau directeur général de Air Sénégal International. Eliman fait aujourd'hui référence dans le pays en matière d'évaluation de politique publique et de bonne gouvernance. Il est chez Oxfam. Le génie trouvera certainement un allié en Souleymane Niang, celui-là passé depuis peu directeur de l'info et de la stratégie du premier groupe de presse du pays, GFM. Lui aussi était un génie du Britannique confirmé depuis. J'en oublierai presque Mamadou, Xavier, Thomas, Alassane, Ngor, Ndofen, Marianne, Cyprien, Bruno, Khayoba, Moussa, Mounirou, Yerim, Mayoro. On aura juste une pensée émue pour Babacar qui nous a quittés brutalement un matin d'avril 2014 du beau monde pour lequel on peut ne pas se faire du souci pour chacun d'être devenu quelqu'un pour parler de façon triviale. Et c'est l'inénarrable Martin Faye, précurseur et présentateur de l'émission qui nous confiait ses états d'âme dans une émission diffusée en janvier 2017 sur la RTS, que l'émission s'est arrêtée à la télévision pour une histoire de buzzer. Plus exactement, parce que le matériel électronique, notamment les buzzers, avait été mal stocké d'une année à l'autre et bonjour les dégâts. On aurait dit du sabotage parce que depuis, d'autres génies font le buzz sur les plateaux télé. Les génies de l'autre LMD, lutte, musique, danse. J'en supplerai presque tout cet aréopage de personnalités de voler au secours du génie qui sommeille en nos enfants pour réhabiliter cette belle émission. J'en connais ici des septuagénaires, des sextas, des quinquas et même des quadras précoces qui n'ont jamais raté un seul numéro de la mythique émission Question pour un champion qui est aussi fondateur du génie français à la télévision. Depuis, sur les chaînes de télévision françaises, le divertissement, c'est vrai, a fait irruption. Mais Question pour un champion est toujours là et avec un succès jamais démenti depuis 31 saisons maintenant. Manifestement, c'est ça que nous ne savons pas faire ici. Jouer utilement ou plutôt éviter que le futur n'envahisse notre espace et phagocyte ce qui doit rester utile et sérieux. J'ai vu Mbour le faire encore, sans le sou et sans les moyens. Mais c'est un espoir que Génies en herbe existe encore ici par le génie de l'inspecteur d'académie Sako et sa team, de tous les inspecteurs du département, par la mobilisation des maigres sous, du parrain et de l'énergie, de l'entregent, de la marraine qui a aussi dépensé sans compter, du personnel enseignant, tous et surtout des élèves motivés comme jamais. Nous nous sommes promis de réhabiliter le génie en herbe. Nous tiendrons parole sur... Désolé, mais je suis tenté par un peu de chauvinisme provincial ce matin pour reprendre ce hashtag Mbour Gueye, ma ville, Mbour, ma fierté en la circonstance. RFM, la presse du jour. La revue de presse de Georges Détié-Diop. La générosité de la première dame, alors qu'on n'a pas trouvé à redire sur celle du chef de l'État qui aurait remis 1 million de francs CFA à chaque député de la majorité à la veille de l'examen du projet de loi portant révision de la Constitution. Voilà que Marième Faye Sall se signale. L'AS révèle que la première dame a offert hier à chaque femme parlementaire 500 millions de francs CFA. C'était lors d'une rencontre à l'initiative de ces mêmes femmes parlementaires. Et l'AS de souligner que Ouare Ganassar du PDS, Aminata Kanté et Aïssatou Sabara du Grand Parti étaient dans la délégation. Rencontre au lendemain de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant révision de la Constitution. La loi supprimant le poste de Premier ministre, à sujet dominant du jour. Et l'Observateur informe que le texte a été adopté par 124 députés après 9 heures de débat. Il n'y a eu que 7 abstentions et 7 voix contre. Ainsi indique l'Obs, le poste de Premier ministre sera supprimé de l'architecture gouvernementale après la promulgation de la loi. Selon Réumi Quotidien, l'Assemblée enterre la primature. Oui, la primature, morte et définitivement enterrée, renchérit le journal Les Échos. Pour Vox Populi, la loi Macky
passe fast-track malgré les débats houleux. Et à ce propos, les Échos s'arrêtent sur la passe d'armes entre le garde des Sceaux et les députés de l'opposition. Et c'est pour affirmer que le ministre de la Justice descend de son piédestal et retrouve l'opposition dans les caniveaux politiques. Mon confrère note que pour son baptême du feu devant les députés, Maître Malick Sall a abandonné les réponses techniques attendues de lui pour trouver les parlementaires dans le champ de la querelle politicienne où il les a bien cognés en faisant à la limite dans la raillerie. Source A rend compte de la plénière de samedi et fait état d'une médiocrité parlementaire. Les propos des uns et des autres rapportés par le journal qui, sous un autre aspect, écrit que pour maquiller leur homicide, les députés du pouvoir disent qu'environ 193 milliards de francs CFA seront économisés en 4 années avec cette réforme constitutionnelle. D'ailleurs, c'est ce que retient le quotidien gouvernemental. Selon Le Soleil, la suppression du poste de Premier ministre aura des impacts sur les finances publiques puisqu'elle va permettre à l'État de faire une économie d'environ 193 milliards de francs CFA. Et selon la rapporteuse de la commission des lois, Yaya Diallo, ces fonds économisés pourraient être destinés à la satisfaction des préoccupations des Sénégalais. Des Sénégalais qui attendent le chef de l'État sur le dialogue national. Mais ce matin, le quotidien lève un coin du voile sur les termes de référence. Selon le journal, la date est locale, le parrainage, le statut du chef de l'opposition, le mode d'élection du maire, l'application de la suppression du poste de Premier ministre, entre autres, seront au menu du dialogue politique. Selon le quotidien, c'est la décision du président de la République qui en a informé ses alliés hier. Seulement, la date du dialogue national n'est pas encore connue, ajoute le journal Le Quotidien. Et l'on parle du procès du double meurtre de Médinatoul Salam. L'Observateur, comme les autres journaux, informe que le verdict est attendu ce matin. Vox Populi parle de jour de vérité pour Cheikh Béthio et compagnie. À quelques heures du verdict, un des avocats du guide des Tiantakoun se prononce sur l'absence de son client qui est en France pour des soins médicaux. Dans l'Obs et dans Enquête, Maître Ousmane Sey fait savoir à travers un communiqué que Cheikh Béthio Thioune ne s'est pas dérobé à la justice et s'il est condamné, il va se constituer prisonnier. Nous restons avec Enquête. Le journal réalise un dossier sur la vente et la consommation de boissons alcoolisées. Un drame social. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Georges Détié-Diop qui voit des millions partout depuis quelque temps. La première dame a offert, on a dit, 500 000 francs CFA à chaque femme députée. Midi 36, point de vue. On y est. On est en ligne avec le professeur Ibabari Kamara. Bonjour professeur. Bonjour Anna. Vous êtes enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur de droit pénal également. Avec nous pour ce débat, maître Baba Diop, avocat à la Cour. Bonjour maître. Bonjour Anna, bonjour à tous les auditeurs de la RFM et bonjour à mon ami professeur Ibabari Kamara. Professeur Ibabari, quelle première lecture faire de ce délibéré rendu ce matin par le tribunal de grande instance de Mbour sur ce procès du double meurtre de Médinatoul Salam? En fait, que faut-il dire, sauf que en fait, la loi a été simplement dite. Eh bien, justement, nous estimons que toute la procédure a été bien respectée et justement, maintenant, on a abouti à une décision définitive. Simplement ça, bien que donc l'un des accusés ne soit pas présent, il a été, comment dire, jugé par contumace. Donc là, en fait, la loi a également réglementé en fait, quelle attitude justement adopter dans une telle posture. Et de ce point de vue-là, on considère que donc la loi a été bien dite. Alors, maître Diop, on a entendu tout à l'heure le frère d'une des victimes, Ousmane Sow, qui disait en fait qu'il considérait cette peine un peu trop légère. D'ailleurs, le procureur avait requis les travaux forcés à perpétuité. Est-ce que c'est votre sentiment également? Bon, il me sera très difficile d'avoir un sentiment à ce niveau-là, parce que vous savez, le juge, il est souverain. Il est le seul à détenir tous les éléments d'appréciation qui lui ont permis de prendre une telle décision. Le procureur, il est parti au procès. Il a demandé ce qu'il avait à demander en tenant compte des éléments de son dossier. Les avocats de la défense se sont défendus également en donnant également au tribunal les arguments qui devaient lui permettre de rendre sa décision. Et en définitive, et en toute légalité, le juge seul souverain, en tenant compte des éléments d'appréciation dont il dispose,
a rendu la décision qu'il vient de rendre. Donc c'est une décision qui, à mon avis, doit être respectée. Maintenant, on comprend les sentiments des uns et des autres. On peut comprendre des frustrations au niveau de la famille parce que c'est vrai, d'appréhension, on peut penser que les faits méritaient une peine beaucoup plus sévère, mais il faudrait quand même détenir tous les éléments d'appréciation pour pouvoir peut-être dire cela. On s'attendait aussi à ce que le juge prononce un mandat d'arrêt contre Cheikh Béthio Thioune, ce qui n'a pas été le cas. Il est actuellement en France pour des raisons médicales officiellement. Est-ce que Maître Baba Diop, il doit se constituer prisonnier? Ben non, pourquoi se constituer prisonnier là où le juge n'a pas demandé qu'il soit mis aux arrêts? Parce que le juge avait la possibilité, en rendant sa décision, parce que la peine, elle est ferme, c'est vrai, mais il ne suffit pas que la peine soit ferme, puisque lui, il est en liberté, pour qu'il soit en détention. Faudrait-il que le juge puisse quand même décerner un mandat d'arrêt, ce que d'ailleurs le procureur avait demandé, un mandat d'arrêt international, pour qu'une procédure soit initiée, pour qu'il soit mis en prison. Mais cela n'a pas été le cas. Donc, il faut juste se retenir que la peine, elle est ferme. Donc, il y aura des conséquences peut-être autres sur le plan civil et autres. Mais il n'y aura aucune conséquence sur le plan de sa liberté. Ça veut dire qu'il restera en liberté parce que le juge en a décidé ainsi. D'accord. Professeur Ibabari Camara, pardon, est-ce que aujourd'hui, Cheikh Béthio et tous les autres et ses co-accusés ont la possibilité de faire appel? En réalité, par rapport à ces questions-là, en fait, peut-être pour les autres qui sont présents à l'audience et qui ont été donc régulièrement jugés, eux, ils peuvent effectivement interjeter appel par rapport à la décision. Mais pour l'autre, le co-accusé, en l'occurrence M. Béthio Thioune, en fait, qui a été jugé pour contumace, il va sans dire que la loi ne lui permet pas justement d'interjeter appel par rapport à une telle décision. C'est simplement ça. Donc là, il ne pourra pas en fait le faire. Maintenant, en fait, tout à l'heure, vous parlez avec mon ami et très cher frère que j'estime beaucoup, Maître Baba Diop. Eh bien, en fait, il faut simplement dire que c'est vrai, il a été jugé. Il y a eu une décision qui a été, retenue. Maintenant, il est en liberté. Maintenant, il appartiendra alors, de ce point de vue-là, au procureur de prendre donc toutes les dispositions justement, pour que la peine soit effectivement purgée. C'est simplement ça. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais il a été jugé, donc c'est un coupable. En fait, il doit, normalement, là où il se trouve, que l'on mette donc en œuvre donc, les procédures appropriées pour qu'il puisse être justement appréhendé et mis, en fait, soumis de justice. D'accord. Est-ce que à ce stade-là, une autre autorité a le pouvoir de lancer un mandat d'arrêt contre lui? Non, mais parce qu'il n'y a pas seulement, en fait, la règle, en fait, le principe du mandat d'arrêt, il y a également l'extradition. En fait, on sait où il se trouve. Le Sénégal, en fait, et la France ont sont liés par une convention d'extradition. Et donc là, de ce point de vue, je crois que toutes les conditions sont effectivement réunies pour que effectivement l'extradition puisse effectivement opérer. Maintenant, il appartiendra justement au procureur qui doit veiller à une bonne application des peines qui ont été prononcées, justement de veiller à ce qu'une telle procédure, s'il l'estime utile, en fait, qu'une telle procédure soit effectivement respectée. Merci beaucoup, professeur Ibabari Camara, enseignant à l'UCA de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur de droit pénal également. Merci à Maître Baba Diop, avocat à la Cour. C'était Point de vue, midi 43 minutes. C'est également la fin de cette grande édition d'information. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité. Cheikh Béthio Thioune condamné ce matin à 10 ans de travaux forcés et 200 millions d'amendes. Pas de mandat d'arrêt prononcé contre le guide des Tiantakoun, jugé par contumace dans cette affaire de double meurtre. La polémique autour de l'interdiction du port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, les parents d'élèves toujours sur le pied de guerre. Une réunion avec l'administration est convoquée en fin de journée. Et puis dans l'actualité politique, le grand parti de Malick Gakou prêt pour les retrouvailles avec l'AFP. Le porte-parole du parti annonce que leur formation politique travaille
pour l'unité des socialistes pour la prochaine élection présidentielle. Merci à Abdoulaye Diop à la mise en onde, de réalisation El Haj Ndjogoudjen, régisseur d'antenne Pape Omar Diaw. Retour de l'info dans 15 minutes, ce sera la grande édition d'information en Wolof avec Rajasan Gay. Je vous laisse en compagnie de Koutia et sa bande. Allô présidence, merci chez vous, bonne écoute. Promo bu mag ci soumari.com téléphone